Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est parti pour ce bulletin d'information. L'actualité de ce jeudi 3 février, marquée par ces tensions dans le secteur de l'éducation avec des manifestations d'élèves qui se poursuivent sur l'étendue du territoire. Dans la ville de Saint-Louis, les parents d'élèves demandent un retour à la normale et la reprise d'un dialogue constructif entre le syndicat d'enseignants, les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Du côté du corps enseignant, pour l'amicale des chefs d'établissement du secondaire au Sénégal, seul le gouvernement peut résoudre la crise qui secoue le secteur de l'éducation. D'après la secrétaire générale de l'amicale, Koumbagnan, l'État du Sénégal doit revoir le système de rémunération des enseignants et assurer le traitement équitable de tous les agents de la fonction publique. Sa réaction dans ce reportage signé Marcel Farba Maroun et Diafaraba. L'État du Sénégal gagnerait à trouver une solution durable afin de résoudre la crise qui secoue l'enseignement public. Et pour l'amicale des chefs d'établissement du secondaire du Sénégal, ACES, le point sur lequel repose la fin de ladite crise demeure la révision du système de rémunération. Si l'État met sur la table quelque chose de consistant, allant dans le sens d'une correction, surtout le système de rémunération qui pose franchement problème dans ce pays-là. Ils ont fait une étude confiée à un cabinet. Et les conclusions de cette étude-là ont été très claires, sans appel. Il y a une dérégularisation du système de rémunération que tout le monde constate. À diplôme égal, diplôme professionnel, diplôme académique d'abord, diplôme professionnel égal, ils n'ont pas le même traitement. Ça pose problème. La fonction publique ne reconnaît que la hiérarchie. Vous voyez, le statut. Toujours dans le cadre de la lutte que mènent les syndicats d'enseignants, les chefs d'établissement ont eux aussi leur mot à dire. Le traitement réservé aujourd'hui aux chefs d'établissement est un traitement très, très déplorable. Si on prend l'indemnité de suggestion, c'est un problème. Ça ne représente rien du tout. C'est calculé sur la base d'une catégorisation des établissements et la catégorie la plus élevée, c'est la 7e. Et l'indemnité s'aligne à 76 000 francs. Ça pose problème. On devrait avoir des logements de fonction. Nous ne l'avons pas. Prenez ce lycée par exemple. On a plus de 3 000 élèves. Et il n'y a même pas un véhicule de service. Les chefs d'établissement ont demandé à disposer d'un véhicule, non pas de fonction, mais d'un véhicule de service. Parce que tous les jours, nous avons des évacuations à faire. Les élèves tombent malades avec le phénomène des crises. Et malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? C'est avec nos propres véhicules ou bien les véhicules de nos adjoints que nous acheminons les élèves-là ou bien à défaut de prendre un taxi. Pour rappel, l'amicale des chefs d'établissement du secondaire du Sénégal, ACES, est un organe de veille, d'action et d'alerte au service de l'éducation nationale. Nous restons avec Koumbagnan, qui est également l'approviseur du lycée Sergent Malamine Camara. Alors que les manifestations des élèves se sont particulièrement intensifiées ces derniers jours, elle a tenu à démentir l'information selon laquelle un élève serait décédé dans son établissement suite à des affrontements avec les forces de l'ordre. Je vous propose d'écouter Koumbagnan, toujours au micro de Marcel Farba Maroun. On a vu une certaine presse relayer des informations vraiment fausses. Les informations sont fausses. Quant à allant dans le sens où les élèves de Limodak va très mal. On a même tué un élève. La police a tué un élève qui demandait, les élèves qui étaient en train de demander à ce que la grève cesse, réclamer leurs droits. Et que voilà, la police est intervenue sous la demande du proviseur pour allant même jusqu'à tuer un élève. Donc là aussi, je pense que ce n'est pas du tout responsable et ça ne va pas dans le sens d'apaiser les choses. En tout cas, nous, on ne se laissera pas faire. Nous portons plainte, on l'a déjà fait au niveau de la cybercriminalité.
Et puis accord entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. 4 ans après la signature de ces accords, les deux parties se sont à nouveau réunies afin de tenter de trouver un consensus sur la situation de crise qui secoue actuellement l'école sénégalaise. Les représentants du gouvernement disent s'engager pour un retour à la normale. Autre sujet abordé lors de cette rencontre, la rémunération des enseignants et des administrateurs scolaires. Je vous propose d'écouter le ministre du Travail et du Dialogue social. Nous avons discuté autour de questions difficiles. Nous nous sommes engagés à en retrouver au plus tard dans une quinzaine de jours. Ça ne veut pas dire qu'on va fatalement consommer ces 15 jours, mais l'idée, c'est d'avoir des propositions concrètes, aussi bien de la part du gouvernement que de la partie syndicale, pour voir, entre hommes de bonne volonté, quel était le terrain sur lequel nous pourrions nous rencontrer raisonnablement pour essayer de dépasser la présente crise. Le gouvernement, en tout cas, est disposé à écouter la partie syndicale, pas seulement à l'écouter, mais à faire des propositions, parce qu'il faut tenir compte d'un ensemble d'éléments que le contexte lui-même impose. Et nous savons également qu'en face de nous, nous avons des gens qui ont les mêmes préoccupations que nous. Donc, l'un dans l'autre, nous espérons que des solutions pourront être trouvées. Et joints au téléphone, les syndicalistes présents à la rencontre disent être restés sur leur faim. D'après eux, le problème de la rémunération des enseignants, principale cause de la grève, n'a toujours pas été résolu. Le gouvernement s'est engagé à discuter à nouveau dans 15 jours sur la suite à donner à leur plan d'action. Les syndicalistes disent attendre une décision de leur base. On passe à présent au secteur de la santé avec une crise sans précédent qui secoue le centre hospitalier régional de Ourossogui. Suite à l'augmentation des indemnités du directeur de l'établissement, le responsable du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale a demandé à ce que tous les travailleurs de l'hôpital puissent également bénéficier d'une augmentation. Pour le directeur de la structure, il n'est pas possible d'augmenter tout le personnel. Une réponse qui n'est pas passée pour le responsable du syndicat qui aurait tenu des propos insultants à l'égard du directeur qui a décidé de porter plainte. Les détails avec notre correspondant Boubacar Ali Bandagnan. La tension a fini d'atteindre son paroxysme au centre hospitalier régional de Ourossogui. En crise avec leur directeur depuis octobre, les syndicalistes passent à une vitesse supérieure. Eux, qui s'opposent à l'augmentation de la prime mensuelle de leur patron, se retrouvent aujourd'hui avec leur secrétaire général lesté en justice avant d'être limogé de son poste. Depuis le mois d'octobre, on a commencé à lutter donc avec ce problème. On a avisé toutes les autorités et que malheureusement, jusque-là, il n'y a pas une réaction positive. Et il a continué donc ses activités de menaces, d'intimidation par rapport au personnel. Il a tout récemment démis ceci même de l'hôpital, qui est le secrétaire du syndicat de l'Union régionale. Donc ce sont ces choses-là que nous dénonçons, que nous regrettons vraiment, qu'on n'acceptera jamais que ces initiatives-là continuent. Nous sommes là pour lutter contre l'injustice, nous sommes là pour lutter contre l'intimidation que le directeur de l'hôpital est en train donc de mener. Pour la tenue de ce sitting, c'est presque tout le système sanitaire de la région qui en a souffert. En soutien à leurs camarades de l'hôpital de Ourossogui, les infirmiers chefs de poste sont venus de tous les districts sanitaires de la région. Effectivement, actuellement, ce n'est plus une lutte de l'hôpital régional de Ourossogui. Ici, actuellement, il y a la présence de la sous-section de l'hôpital de Matam, de la sous-section de Kanel, de Ranérou, Chilogne et le district de Matam. Toute la région est là et toutes les structures sanitaires sont là. C'est une lutte maintenant régionale et nous avons commencé la lutte. Et tout ce que droit nous réserve, Inch'Allah, nous allons le faire. Après le sitting, le SUTSAS prépare une marche en début de semaine prochaine. Nous avons tenté de recueillir la réaction du directeur en personne, mais à travers un message SMS, Dr Ousmane Gueye nous manifeste son indisponibilité, car étant en train de suivre une formation sur les marchés publics.
Parlons des élections législatives à présent, des élections qui seront organisées le 31 juillet prochain selon un communiqué gouvernemental. D'abord annoncé pour le mois de juin, les élections se tiendront donc finalement à la fin du mois de juillet. Une décision acceptable d'après l'expert électoral Ndiaga Sylla qui s'appuie sur les articles L155 et L156 du Code électoral sénégalais. Il insiste néanmoins sur l'importance de communiquer dans les temps sur le montant de la caution et sur le parrainage. On écoute Ndiaga Sylla, il est au micro d'Alassane Ba. Moi, c'était clair pour moi que la date initialement annoncée n'était pas conforme aux dispositions. Et malheureusement, les gens n'ont pas véritablement suivi la problématique que j'avais soulevée. Parce qu'elle résidait au fait, non pas à l'éventualité d'un report, mais plutôt à la conformité de la date au code électoral. Il y a lieu de préciser que le décret du président de la République est conforme en fixant la date des élections au 31 juillet. Maintenant, il est évident qu'il ne reste pas beaucoup de temps, moins de 6 mois, alors que beaucoup d'actes préparatoires doivent être pris. Il y a d'abord le plus urgent, la fixation du montant du cautionnement qui doit être effectif 150 jours avant la date du scrutin, après que le ministre ait recueilli l'avis des partis politiques. Mais aussi, il y a d'autres étapes essentielles telles que la révision des listes électorales, étant entendu qu'il est prévu clairement dans le code que les candidatures doivent être déposées 85 jours avant la date du scrutin, donc presque 3 mois avant. Donc cela veut dire qu'au moins 2 mois, voire 3 mois avant, il faut donc prendre les actes pour organiser en fait donc la collecte de parrainage. Cela veut dire que donc il faut le faire à la mi-février. Passons à la rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction qui ce jeudi s'intéresse au nouveau livre du journaliste Mortala Gueye, Idrissa Seck, L'ombre du passé, un ouvrage qui, vous l'aurez compris, s'intéresse à l'homme politique Idrissa Seck et à son parcours fait de haut et de bas, de son poste de Premier ministre à celui de directeur du Conseil économique, social et environnemental, sans oublier sa défaite à l'élection présidentielle. Le résumé du livre nous est proposé par Ibou Diouf et Diafaraba. Un ouvrage, des portraits détaillés et des interrogations sur l'homme politique, sur ce que renferme son parcours politique. C'est donc Idrissa Seck, L'ombre du passé. Après sa nomination, on s'est dit qu'il y avait une levée de bouclier sur les réseaux sociaux. Les gens se mettaient à l'insulter, à le traiter de tous les noms d'oiseaux. Moi, je me suis dit, ce ne serait pas intéressant de faire comme les autres. De camper la date de l'anniversaire de l'an 1 de sa nomination pour essayer un peu de faire un livre. Dans ce livre, Mortala Gueye tente d'apporter des éclairages sur certaines questions soulevées en parlant du cheminement politique du réumiste. Déjà, quand on parle de Idrissa Seck, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'affaire des chantiers de Thiès. Quand on parle de Idrissa Seck, on ne peut pas s'empêcher de parler de sa nomination au Conseil économique, social et environnemental après toutes les déclarations qu'il y a eu, de son allégeance à la communauté mouride, de son avènement au poste de tout-puissant directeur de cabinet, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Que reste-t-il de sa longue gestion de la mairie de Thiès? En quoi ce livre est encore d'actualité? Les élections locales ont montré que le monsieur a complètement baissé à Thiès. Il a perdu dans son bureau de vote, il a perdu Thiès, ce qui est rare quand même pour être signalé. L'apparition de cet ouvrage avait valu à l'auteur une avalanche de critiques, mais pour le journaliste, ça valait la peine. Je pense qu'ils n'ont pas lu le livre parce que je pense que tous ceux qui ont lu le livre ont une appréciation tout autre. Parce qu'ils ont trouvé que j'étais très équilibré dans la manière de relater certains faits. J'ai même eu à donner à M. Idrissa Seck la parole, même s'il n'a pas daigné me recevoir. Et quelque part, voilà, on trouve un portrait qui explique le personnage. Au-delà de la trajectoire de l'homme politique Idrissa Seck, cette enquête a permis à l'auteur de constater le parcours d'un leader qui est à la fois riche et controversé.
Et puis, Coupe d'Afrique des Nations. Après sa victoire face au Burkina Faso, le Sénégal gagne sa place pour la finale de la compétition qui se tiendra dimanche. Avec plus de 80 journalistes sénégalais au Cameroun pour couvrir la compétition, les médias sénégalais n'ont jamais été aussi nombreux à couvrir une Coupe d'Afrique des Nations. Abdoulaye Thiam est le président de l'Association nationale de la presse sénégalaise sportive. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mamadou Ndiaye. Parce que quand même on a 84 journalistes, c'est le contingent le plus important. Depuis d'ailleurs plusieurs CAN en 2019 par exemple, nous étions 74, là nous sommes à 84 journalistes. Il y en a encore d'autres qui demandent à venir. Donc si vous avez un contingent aussi important, il faut faire preuve de compréhension. Chacun vient avec son éducation, chacun vient avec ses objectifs. Les organes de presse aussi sont différents. Il y a des publics, il y a des privés, il y a les sites internet, il y a les médias digitaux. Donc c'est tout un véritable melting pot. Donc les répartitions des chambres aussi se font par affinité ou selon des organes de presse. Et je félicite aussi l'État du Sénégal parce que quand même, c'est pas facile souvent, aussi bien la fédération, parce que nous, notre rôle, nous essayons de le jouer pleinement et entièrement. C'est le rôle de vigie, c'est le rôle d'avant-garde, c'est le rôle d'alerte. Quand ça ne marche pas, nous touchons du doigt, nous le disons. Mais n'empêche, l'État du Sénégal met une subvention assez conséquente à notre disposition. La Fédération sénégalaise de football a fait la même chose. D'autres sponsors que je ne citerai ici, pour ne pas faire de la publicité, ont aussi accompagné. Mais aussi, il y a les organes de presse. Chaque organe de presse ici a essayé de mettre son journaliste dans d'excellentes conditions de performance. 84, nous ne sommes pas des supporters. Nous sommes là pour transmettre l'information à temps réel à l'opinion publique sénégalaise. Tout ce que je souhaite encore une fois, c'est qu'au soir du 6 février, que nous puissions monter sur la plus haute marche du podium. Que notre chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, puisse nous envoyer environ 6 ou 7 avions qui vont transporter les journalistes et l'encadrement technique et les officiels, tout le monde, pour qu'on puisse rentrer au Sénégal, parce qu'il y a eu tellement de symphonies inachevées depuis 65 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. La finale, on ne la joue pas, on la gagne. Donc gagnons-la et rentrons ensemble. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et tout de suite, Binta Diallo revient sur Soir d'Info avec son invité, le sociologue Mamadou Wane. Ils vont parler du sujet phare du moment, du football, bien évidemment. Excellente suite des programmes sur la télévision Futurs Médias.